Chers collègues, je suis particulièrement heureux de pouvoir participer à distance avec vous aujourd'hui à votre colloque sur la formation en éducation pour faire face aux défis d'aujourd'hui. C'est que la question, la problématique de votre colloque est particulièrement importante. Comment former les enseignantes et les enseignants, comment former les éducateurs et les éducatrices. Peut-être d'abord une remarque générale en introduction. Je m'inquiète. Je m'inquiète aujourd'hui de voir que l'éducation n'est plus dans le monde entier la priorité qu'elle a pu être. Il y a quelques années, Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour transformer le monde. Mais on voit aujourd'hui dans un certain nombre de pays les gouvernements revenir en arrière et considérer au fond que la répression, voire l'exclusion, sont plus importantes que l'éducation. On voit que dans un certain nombre de pays, les investissements éducatifs baissent par rapport au produit intérieur brut. On voit aussi que se répand une idéologie particulièrement dangereuse, selon laquelle, au fond, l'éducation ne serait pas efficace, qu'on aurait déjà essayé cela et qu'il faudrait aujourd'hui en venir à des méthodes beaucoup plus sévères, qu'il faudrait mettre de l'ordre avant d'éduquer les individus. Eh bien, ceci me préoccupe beaucoup. Ceci me préoccupe beaucoup parce que les progrès de l'humaine condition se sont toujours effectués en lien avec le pari positif dans l'éducation des êtres. Le pari que tous les êtres sont éducables, que tous les êtres peuvent grandir en humanité. Alors bien sûr, nous devons lutter pour réhabiliter l'éducation, pour réhabiliter la formation aujourd'hui. Nous devons lutter pour dire que les professeurs, les éducateurs, les éducatrices sont particulièrement indispensables, sont des êtres absolument essentiels dans le monde présent pour préparer ensemble notre avenir. Alors pourquoi peut-on s'inquiéter ? Eh bien, il y a un certain nombre de songeries technologiques que vous connaissez bien et qui arrivent aujourd'hui en force. Vous avez entendu parler de ce fameux paradigme de l'école efficace qui en réalité réduit les élèves à des machines capables de remplir des questionnaires à choix multiples qui sont effectués simplement pour pouvoir comparer les résultats des différents pays, les résultats au bout du compte des différentes écoles. Ces comparaisons internationales, qui peuvent avoir un certain intérêt si on les regarde de près, sont aussi très dangereuses parce qu'elles réduisent l'éducation à l'acquisition d'un certain nombre d'habiletés techniques qui sont quantifiables et mesurables. Or, il y a en éducation une multitude de choses qui ne sont ni quantifiables ni mesurables, et en particulier tout ce qui relève de l'émancipation et de la solidarité. Émancipation et solidarité sont les maîtres mots d'une éducation pour la démocratie. L'émancipation, c'est la capacité donnée à chacun de dépasser tous les déterminismes et tous les enfermements. La capacité donnée à chacun de s'exaucer au-dessus de toutes les conditions dans lesquelles il est né, il a été élevé, il a été construit, pour choisir lui-même sa propre vie, pour s'engager, pour se faire œuvre de lui-même, comme le disait le grand pédagogue Pestalozzi. Émancipation, c'est-à-dire refus de toute forme d'essentialisation. Bien sûr, toutes les formes de racisme, mais au-delà, toutes les formes d'enfermement dans une étiquette, d'enfermement dans des symptômes, d'enfermement dans une hypothétique nature. Non, nul n'est enfermé et chaque individu peut se construire et peut se dépasser et nous sommes là pour le montrer, nous sommes là pour le prouver. Émancipation, mais aussi solidarité, car on ne s'émancipe pas seul, on s'émancipe ensemble par l'interlocution qui nous réunit, par le fait que nous ne grandissons qu'en nous mettant au service de l'autre et en proposant à l'autre de se mettre aussi à notre service dans une réciprocité qui nous fait grandir tous les deux. Cette réciprocité exprime la solidarité fondamentale que les êtres humains ont sur cette planète. Et vous savez que la solidarité, avant d'être une valeur, est un fait. Nous sommes solidaires.
L'épidémie du Covid l'a montré, il n'y a rien qui se passe sur la planète qui ne concerne finalement les hommes tout entiers. Nous sommes solidaires de fait et nous pouvons activer ces solidarités pour construire un futur plus serein, un futur plus fraternel, où nous pouvons nier ces solidarités et nous enfermer dans l'individualisme. Alors oui, aujourd'hui, rien n'est plus important que de militer pour une éducation à l'émancipation et une éducation à la solidarité. Et on voit bien qu'il y a des vents contraires. J'évoquais les politiques réactionnaires tout à l'heure. On pourrait évoquer aussi l'arrivée d'un certain nombre de tentations technologiques. Je pense en particulier à toutes ces dystopies, tous ceux et toutes celles qui voudraient remplacer les professeurs par des machines et par exemple par l'intelligence artificielle. Alors, ce n'est pas nouveau bien sûr, on a connu l'enseignement programmé, on a vu aussi ses échecs, mais on voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et les robots génératifs, on voit arriver une sorte d'aspiration à une individualisation absolue de la formation. On pourrait, avec ce qu'on appelle le learning analytique, tester chaque individu, repérer son fonctionnement cérébral et toutes ses difficultés personnelles, mais aussi toutes ses ressources, pour construire des programmes d'enseignement qui lui soient strictement adaptés. Et à terme, nous dit-on, on pourrait même se dispenser de fréquenter les écoles et les universités. Chacun se formerait seul devant son ordinateur. On séparerait définitivement la transmission et la socialisation. J'entends ici ou là des gens qui proposent cette séparation, qui nous disent la transmission, elle n'est efficace que si elle est strictement individualisée, adaptée à chacun. La socialisation, en revanche, elle nécessite l'hétérogénéité et elle nécessite d'être libérée des questions de transmission. Méfions-nous, mes amis, méfions-nous de cette séparation de la transmission et de la socialisation. Méfions-nous de cela parce que cela va à l'opposé, exactement à l'opposé de ce qu'est la culture humaine. La culture humaine est une culture partagée. C'est une culture qui se construit dans les relations entre les individus. Apprendre une chose à travers un programme informatique avec un ordinateur, apprendre une chose à travers l'intelligence artificielle, eh bien, ça n'est pas du tout pareil que de se confronter à des collègues, que de se confronter à certaines et certains qui, autour de nous, vont pouvoir partager avec nous la découverte et partager la connaissance et les savoirs. Oui, dans l'acte de partage des savoirs, il y a quelque chose qui fait société, et ce quelque chose qui fait société dans la mesure où c'est le savoir, dans la mesure où c'est la connaissance, eh bien cela permet d'accéder à la démocratie. Quand ce qui fait société, ce sont des croyances ésotériques, quand ce sont des théories du complot, quand ce sont des slogans populistes, alors la démocratie est menacée. Quand ce qui fait société, c'est le fait de travailler ensemble à la construction de la vérité, alors oui, la démocratie est en vue, alors oui, la démocratie est possible. Alors mes amis, ne nous décourageons pas. Prenons cette arrivée des technologies de l'information, ces technologies du numérique, ces technologies de l'intelligence artificielle, prenons tout cela comme un nouveau défi. Au fond, il va nous falloir montrer en quoi l'enseignant, en quoi l'éducateur, parce qu'il est un être humain, parce qu'il transmet bien autre chose que des connaissances et des exercices, est quelqu'un qui est absolument indispensable à la croissance de chaque individu, mais aussi indispensable au développement de la démocratie. Alors oui, j'entends ici ou là celles et ceux qui disent que on pourra se passer des professeurs puisque chacun de nos étudiants, chacun de nos élèves va pouvoir interroger ChatGPT ou une autre intelligence artificielle et obtenir instantanément toutes les informations qu'il voudra. Il pourra obtenir instantanément aussi les exercices d'application, il pourra être évalué, il pourra même accéder à toute la base de données infiniment plus grande que la mémoire du professeur et que tous les livres de la bibliothèque. Oui, bien sûr, j'entends cela même nous dire que l'intelligence artificielle générative, eh bien, contrairement au professeur, elle est toujours disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle ne se met pas en grève, elle n'a pas de congé maladie, elle ne fait pas d'enfants, et puis elle ne s'énerve jamais, elle est toujours là
aux côtés de l'enfant, aux côtés de l'étudiant, et elle peut efficacement remplacer l'enseignante, l'enseignant, l'éducateur ou l'éducatrice. Alors demandons-nous aujourd'hui, qu'est-ce que l'éducateur et l'éducatrice ont de si spécifique que précisément on ne peut pas les remplacer. On ne peut pas les remplacer parce que ce qu'ils transmettent, ce n'est pas simplement des savoirs, ce n'est pas simplement des connaissances juxtaposées, ce ne sont pas simplement des exercices, c'est un rapport au savoir. C'est un rapport au savoir, un rapport à l'exigence. Exigence de précision, exigence de justesse, exigence de vérité. Non pas une vérité dogmatique faite une bonne fois pour toutes, mais une vérité que l'on cherche ensemble, une vérité que l'on se donne pour mission de découvrir progressivement et qui ne s'arrête jamais à ce que l'on croit savoir, parce que vous le savez bien, comme le disait Platon en reprenant la grande leçon de Socrate, ce que l'on croit savoir nous empêche d'accéder à ce que l'on doit savoir. Croire savoir, c'est finalement le plus gros obstacle à l'entrée dans une véritable connaissance, à l'entrée dans une connaissance qui enquête, qui recherche, qui va toujours plus loin et qui ne s'arrête jamais à aucun préjugé, à aucune représentation, à aucun dogme, qui va toujours au-delà pour construire toujours plus près une vérité jamais atteignable. Alors oui, nous devons former des enseignantes et des enseignants, des éducateurs et des éducatrices capables de porter ce rapport au savoir. Un rapport au savoir qui n'est pas ossifié, qui ne consiste pas à transmettre des savoirs fossiles, mais qui consiste à transmettre des savoirs vivants, des savoirs qui sont vivants pour pour celle qui les enseigne. Et ils sont vivants si l'on est, et ça c'est très important pour moi, je le mets entre guillemets, si l'on est du même côté du savoir que celui à qui l'on enseigne, du même côté du savoir que l'élève et l'étudiant. Alors ça ne veut pas dire bien sûr qu'on n'a pas un peu d'avance, bien sûr on a un peu d'avance, bien sûr le professeur sait plus de choses que l'élève ou l'étudiant, mais il est du même côté du savoir parce qu'il est perpétuellement en recherche dans son propre savoir. Il est en recherche comme l'enseignant universitaire qui est un enseignant-chercheur. Il est en recherche comme tout enseignant qui doit être en permanence un chercheur dans son propre savoir. Quelqu'un qui recherche les moyens de transmettre le mieux possible son propre savoir. Quelqu'un qui repère les difficultés qu'ont les élèves, quelqu'un qui identifie les obstacles sur lesquels ils butent et quelqu'un qui en permanence se retourne vers lui-même et se dit « Qu'est-ce que je peux trouver ? Qu'est-ce que je peux imaginer ? Qu'est-ce que je peux construire ou créer pour que ce savoir qui vit en moi vive dans les autres ?» Il y a là quelque chose à la fois d'assez mystérieux et d'assez évident qui est cette volonté que doit avoir un enseignant de faire vivre par sa parole, de faire vivre par ses actes, de faire vivre par ses écrits les savoirs auxquels il tient pour que son désir de savoir engraine en quelque sorte le désir de savoir de ses élèves et de ses enseignants, pour que de cet engrenage de désir naisse une connaissance partagée. Alors, si je tire quelques conclusions de cela en matière de formation d'enseignantes et d'enseignants, eh bien, nous pouvons, et vous avez évidemment déduit cela, nous pouvons dire qu'il faut que l'enseignante et l'enseignant aient des savoirs académiques. Il faut qu'il sache ce qu'il doit enseigner. Il faut qu'il le sache à la fois dans l'état actuel des connaissances, mais il faut qu'il en connaisse l'histoire et l'épistémologie. Parce qu'il faut qu'il comprenne comment ces connaissances ont émergé dans l'histoire du monde, comment ces connaissances ont été construites, ont été des outils pour l'émancipation des hommes et des femmes dans l'histoire du monde. J'insiste sur ce point, maîtriser des connaissances dans une discipline donnée, en mathématiques, en histoire, en langue vivante, dans n'importe quel domaine, ça n'est pas simplement maîtriser l'état actuel des connaissances, c'est comprendre comment elles ont été construites, comment elles se sont constituées, c'est les comprendre dans leur historicité. Parce que les connaissances ne sont pas des essences éternelles et immuables, pour reprendre l'expression de Descartes. Les connaissances sont des constructions humaines pour l'émancipation des hommes et des femmes, pour l'émancipation des humains.
quand Pythagore élabore son théorème, ça n'est pas évidemment quelque chose qu'il fait n'importe comment et au hasard. Il le fait parce qu'il est en Égypte, il le fait parce qu'il rencontre des maçons, il le fait parce qu'il les voit utiliser la corde à nœud. Il le fait parce que il voit aussi qu'il faut régulièrement réarpenter en Égypte les champs après les crues du Nil, et il découvre comment on peut le faire en utilisant l'angle droit. Eh bien, comprenons que tous les savoirs humains ont été ainsi construits par des humains pour leur émancipation, pour mieux comprendre et pour mieux agir pour le monde. Et parce que les enseignants auront compris cela, parce qu'ils auront acquis cela, parce qu'ils connaîtront non seulement leur discipline, mais l'histoire et l'épistémologie de leur discipline, alors ils vivront cette discipline comme une dynamique, comme une démarche, et non pas comme un dogme qui s'impose. Et c'est la dynamique, c'est la démarche de la discipline qu'ils transmettront à leurs élèves. Alors voilà, c'est la première partie, c'est le premier morceau de la formation professionnelle des enseignants, les disciplines que l'on enseigne, mais ces disciplines dans leur histoire, mais ces disciplines dans leur constitution, mais ces disciplines dans leur démarche. Et puis ces disciplines, bien sûr, il faut les transmettre. Il faut les transmettre, et les transmettre, ça veut dire s'intéresser à ce qui résiste dans la transmission. Ce qui résiste dans la transmission, c'est l'autre. Ce qui résiste dans la transmission, c'est celui à qui nous nous adressons et qui n'est jamais ni suffisamment disponible, ni suffisamment préparé, et que nous allons avoir à attraper en quelque sorte, que nous allons avoir avec lequel nous allons avoir à développer une relation qui est une relation de désir d'apprendre, et avec lequel nous devrons nous confronter en permanence, c'est-à-dire accepter que ces résistances nous éclairent sur notre propre enseignement. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que il y a ce deuxième morceau de la formation des personnels d'enseignement et des éducateurs et éducatrices, qui est la connaissance de la psychologie de l'enfant. Cette psychologie est essentielle parce que l'enfant n'est pas une cire molle, tout le monde le sait bien, sur laquelle on n'aurait qu'à apposer le sceau de la connaissance. L'enfant existe déjà, il a une histoire, il a une singularité, il a des particularités. L'enfant a aussi un cerveau qui fonctionne d'une certaine manière. Et si nous ne connaissons pas un petit peu cela, eh bien, nous risquons de croire que l'autre n'est qu'une feuille vierge sur laquelle nous allons inscrire notre propre savoir. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. L'autre n'est pas une feuille vierge sur laquelle nous inscrivons notre propre savoir. L'autre est un être qui nous résiste. Et j'aime bien ce mot de résistance, parce que vous savez, la résistance dans une ampoule électrique, eh bien, c'est à la fois ce qui empêche le courant de passer, mais c'est aussi ce qui fait la lumière. Et au fond, la résistance de l'élève qui ne veut pas apprendre, qui ne comprend pas, qui bute sur telle ou telle difficulté, cette résistance de l'élève, elle nous éclaire sur la manière dont nous devons travailler, et elle nous permet d'embrayer, c'est là la troisième dimension de notre métier, elle nous permet d'embrayer sur notre inventivité pédagogique. Alors oui, j'ai dit connaissance des disciplines et de leur histoire, je dis connaissance de la psychologie de l'enfant et de ses mécanismes cérébraux, connaissance aussi de la pédagogie. La pédagogie dans son histoire, parce que la pédagogie est une histoire fabuleuse d'invention, que l'on pense à Rousseau bien sûr, mais que l'on pense surtout aux pédagogues qui ont mis les mains dans la glaise, les mains dans le cambouis, comme nous disons ici, comme Pestalozzi à Stans, comme Makarenko avec les orphelins, comme Paulo Freire au Brésil, mais aussi comme tous ceux et toutes celles qui ont construit des outils pédagogiques. Je pense à Célestin Freinet, je pense à quelqu'un avec qui il était très opposé, à Maria Montessori. Tous ceux-ci, ce sont des gens qui ont en quelque sorte labouré le terrain de la pédagogie, et il est très important
que nos futurs maîtres, nos futurs enseignantes et enseignants les étudient et les connaissent. Alors non pas pour se fixer sur l'un d'entre eux, non pas pour appliquer d'une manière systématique une pédagogie donnée, mais pour nourrir leur mémoire pédagogique. Quand je dis nourrir leur mémoire pédagogique, je dis quelque chose qui est absolument fondamental pour moi, qui est le fait que chaque enseignant, à chaque instant, doit prendre des décisions. Et qu'est-ce qu'une décision ? Bien, une décision, c'est, comme le dit très bien Michel de Certeau, le fait de condenser le maximum de connaissances dans le minimum de temps. Voilà, j'ai une difficulté, je dois prendre la décision, je dois proposer quelque chose, inventer quelque chose. Et bien, plus ma mémoire pédagogique est nourrie, et bien plus, évidemment, je vais pouvoir en tirer des leçons pour agir pertinemment à chaque instant. Et pour avoir beaucoup étudié le comportement des enseignants dans la classe, je peux vous dire qu'il y a une corrélation extrêmement importante entre la richesse de leur mémoire, de leur bibliothèque pédagogique, tout ce qu'ils ont pu voir, observer, entendre, tout ce qu'ils ont pu s'approprier, et la pertinence de leur action dans la classe, c'est-à-dire de leur manière de réagir face à des difficultés individuelles ou collectives qu'ils peuvent rencontrer devant leurs élèves. Donc, troisième face, en quelque sorte, de cette formation nécessaire des enseignants, l'histoire de la pédagogie. Et puis, la quatrième face, mais au fond peut-être celle qui va rassembler et unifier toutes les autres, eh bien c'est la réflexion. La réflexion individuelle, c'est la pensée pédagogique au sens propre, c'est le fait d'analyser les situations dans lesquelles on est, et on est d'autant plus efficace pour analyser ces situations, bien sûr, qu'on le fait dans des collectifs. C'est pour cela que je crois beaucoup aux analyses de situation, aux analyses de cas. Je crois beaucoup que pour progresser en formation initiale comme en formation continue, il faut pratiquer l'analyse de situation. Il faut revenir sur ce que l'on a fait pour pouvoir réfléchir et s'améliorer, intérioriser en quelque sorte les critiques que l'on a reçues pour progresser individuellement et collectivement. À cet égard, il y a une technique que j'ai beaucoup pratiquée et qui s'est avérée extrêmement efficace, dont j'ai pu mesurer par mes recherches l'impact extrêmement important, une technique qui consiste à demander aux enseignants de s'enseigner entre eux. Par exemple, aux professeurs de mathématiques, d'enseigner une notion mathématique un peu difficile à des professeurs de lettres ou à des professeurs d'éducation physique ou à des professeurs de géographie ou de sciences économiques, et puis on fait l'inverse. Alors ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que le fait que chacun se retrouve en quelque sorte en situation d'élève, et il se retrouve en situation de quelqu'un qui comprend qu'on peut ne pas comprendre. Qui comprend qu'on peut ne pas comprendre. Et ça, c'est très important. Et qui comprend que on doit, face à cela, inventer, imaginer, chercher, trouver des situations nouvelles, aller chercher des ressources, aller chercher des dispositifs nouveaux, aller inventer des méthodes en puisant dans sa mémoire, mais aussi en regardant autour de soi, avec les autres, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien, en regardant comment ça se passe, en regardant comment on peut faire mieux. Je crois beaucoup à cette inventivité collective et je crois beaucoup qu'être enseignant, nous l'avons dit, c'est avoir des connaissances sur sa discipline, son histoire, son épistémologie, c'est avoir des connaissances sur l'enfant, c'est avoir des connaissances en matière d'histoire de la pédagogie, mais c'est également avoir ce qui est fondamental pour relier tout ça, une pratique réflexive. Une pratique réflexive, c'est une pratique qui prend sa distance avec ce que l'on fait, une pratique qui accepte que d'autres collègues regardent ce que l'on fait, et par exemple qui les invite dans la classe pour nous faire un retour sur notre cours ou notre enseignement, ou que nous utilisons comme élèves et à qui nous demandons de nous dire qu'est-ce qui ne va pas dans notre manière de travailler. Je crois beaucoup à cela. C'est une manière d'incarner la solidarité professionnelle
à laquelle, me semble-t-il, nous ne sommes pas suffisamment attentifs. Alors pour aller un tout petit peu plus loin, si nous formons ainsi les professeurs, les éducateurs, les éducatrices, si nous les formons ainsi, ce n'est pas simplement pour leur donner des techniques, c'est parce que nous leur communiquons et nous voulons leur communiquer un projet. Un projet. Mes amis, aucun métier ne se réduit à la somme des compétences nécessaires pour l'exercer. Il faut des compétences pour exercer un métier, mais le métier, c'est toujours plus que des compétences. Un métier, c'est un projet. Et quel est le projet qui est à la base de tous les métiers de l'éducation? C'est le projet de l'émergence de sujets. Nous sommes là pour accompagner des êtres et pour faire en sorte qu'ils soient des sujets libres et des sujets solidaires, comme nous le disions tout à l'heure. Et nous faisons le pari que nous pouvons y arriver pour toutes et tous, qu'aucun ne sera exclu a priori de notre projet. Le cercle de l'humain ne s'arrête pas. Le cercle de l'humain n'a pas d'autre limite que notre capacité pédagogique. Les savoirs humains, dans ce qu'ils ont de plus beau, de meilleur, de plus grand, sont, comme le disait le philosophe Fichte, partageables à l'infini. Partageables à l'infini, et je n'ai jamais le droit de dire d'un élève « tu n'y arriveras pas ». Je n'ai jamais le droit de dire d'un élève « c'est fini pour toi, tu es condamné à l'échec ». Je n'ai pas le droit de dire cela d'un élève parce que je ne sais pas, à l'instant où je dis cela, si j'ai épuisé tous les moyens pour le faire réussir. Et je ne saurai jamais si j'ai épuisé tous les moyens pour le faire réussir, cet élève. Et comme je ne saurai jamais, eh bien, à aucun moment, je n'ai le droit de l'assigner à l'échec. Assigner quelqu'un à l'échec est évidemment impossible, c'est le péché majeur à l'égard de l'humain. Et cela, nous devons le transmettre dans la formation des personnels de l'éducation. Nous devons le transmettre au moment où précisément tant de gens sont plutôt pour l'exclusion que pour l'éducation. Nous devons le transmettre parce que les enseignants seront ainsi de véritables chevilles de la démocratie. Alors oui, qu'est-ce qu'il faut pour une démocratie? Il faut que les êtres soient capables de se parler sans violence et de construire du commun. Souvenez-vous de l'histoire des chevaliers de la table ronde et du roi Arthur que le grand anthropologue Marcel Mauss décrit à la fin de son superbe essai sur le don. Marcel Mauss rappelle que le roi Arthur avait autour de lui des chevaliers qui se battaient tout le temps et qu'il a sollicité un menuisier extraordinaire pour qu'il construise une table magique autour de laquelle les chevaliers ne se battirent plus. Alors oui, le roi Arthur a trouvé un charpentier qui a construit cette table magique, et quand les chevaliers entraient dans la salle de la table ronde, eh bien ils laissaient leur lance à l'entrée, leur lance en tant qu'arme, mais aussi leur lance mentale, leur violence intérieure, leur volonté de dominer l'autre, pour se mettre dans une posture qui soit une posture de relation, de construction collective du commun. Alors oui, nous avons perdu la recette de la table magique des chevaliers de la table ronde. Mais nous autres enseignants, nous sommes ceux qui construisent des tables rondes. Les enseignantes et les enseignants, les professeurs et les professeurs sont ceux qui organisent cet espace où ce n'est plus la violence qui fait loi, mais la recherche collective de la vérité. C'est difficile ça, mes amis. C'est difficile parce que nous vivons dans un monde où trop souvent c'est la violence qui fait loi. Et quand l'élève entre dans la classe, il doit entendre qu'ici ce n'est pas la force qui fait la loi, que ce n'est pas l'emprise qui fait la loi, que ce n'est pas la séduction qui fait la loi, que c'est la recherche collective de la vérité, et que celui qui a raison, ce n'est pas celui qui crie le plus fort, ce n'est pas celui qui est le plus violent, c'est celui qui démontre le mieux. Oui, l'enseignant, son métier, c'est ça, c'est de créer ces espaces, ces classes dans lesquelles, en histoire, en géographie, en lecture, en écriture, dans tous les domaines, on va se mettre ensemble au travail
en abandonnant notre violence intérieure pour se mettre dans une posture qui fait que nous sommes réceptifs et accueillants aux autres et qu'avec les autres, nous pouvons construire des connaissances communes. C'est difficile. C'est difficile et il faut former nos enseignants à cela. Il faut les former à construire les rituels qui permettent d'entrer dans la salle de la table ronde. Ces rituels, ce ne sont pas nécessairement les rituels traditionnels que l'école ancienne avait mis en place, mais ce sont des rituels qu'il nous faut construire, des rituels qu'il nous faut inventer, des rituels qu'il nous faut mettre en œuvre. Ces rituels, ils donnent la parole à chacun, ils organisent à tour de rôle le fait que tout le monde exerce toutes les fonctions. Et je cite à cet égard très souvent l'exemple d'Anton Makarenko qui, dans la colonie Gorky, avait mis en place le système qu'il appelait du président d'un jour. Chaque jour, un enfant différent présidait la séance. Présider la séance, y compris en donnant la parole à l'enseignante, à l'enseignant, à l'éducateur, à l'éducatrice. Et tout le monde y passait. Tout le monde y passait, y compris l'enfant le plus turbulent, parce que quand il est président de séance, eh bien, il redécouvre autrement et ailleurs et de l'intérieur la nécessité d'une discipline. Alors oui, il nous faut construire cela. C'est compliqué. C'est compliqué et c'est d'autant plus compliqué que c'est un acte de résistance par rapport à tout ce que nous vivons par ailleurs, par rapport à ce monde de l'immédiateté, par rapport à ce monde où dans les réseaux sociaux, c'est la théorie du complot qui l'emporte ou le slogan populiste, par rapport à ce monde où finalement le machisme, le virilisme finit par faire la loi sans être toujours interrogé comme cela devrait. Oui, travailler ensemble à construire des collectivités de chercheurs. Une classe, dans l'idéal, c'est une collectivité de chercheurs. C'est une collectivité de gens qui s'entendent sur un certain nombre de règles qui leur permettent de se respecter et de chercher ensemble pour être au plus près du plus juste. Au plus près du plus juste. Le plus près du plus juste, c'est le mot exact par lequel on va décrire tel phénomène ou exprimer sa pensée. Le plus près du plus juste, c'est la formule mathématique la plus rigoureuse. Le plus près du plus juste, c'est le fait le mieux décrit. Le plus près du plus juste, c'est la façon d'exprimer la plus pertinente une émotion, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors oui, notre travail, c'est cela. Et cela, ça ne pourra jamais être remplacé par une machine. Le problème, c'est qu'il nous faut convaincre nos jeunes collègues, convaincre ceux et celles qui viennent dans l'enseignement ou qui voudraient y venir, qu'ils vont faire quelque chose qu'aucune machine ne pourra remplacer. Qu'ils vont faire quelque chose d'absolument essentiel et fondamental, qu'ils vont permettre à tous nos enfants, à tous nos jeunes, de construire un avenir à taille humaine. Construire un avenir à taille humaine où ce ne sera plus la violence qui fait la loi, ce ne sera plus le populisme qui fait la loi, ce ne sera plus l'individualisme qui fait la loi, ce sera l'émancipation solidaire, l'émancipation et la solidarité, ce sera la recherche collective de la vérité. Alors tout ça, bien, beaucoup de pédagogues l'ont dit bien mieux que moi et avant moi. Je pense à John Dewey, bien sûr, mais je pense aussi à Célestin Freinet, je pense à tous ceux et toutes celles qui se sont engagés dans ce qu'on a appelé en Europe l'éducation nouvelle. Je pense évidemment en Amérique latine à Paulo Freire, mais je pense aussi à tous les militants de l'éducation qui ont construit tous ces projets formidables d'émancipation collective. Et nous avons à prolonger cette histoire. Elle ne se prolongera pas toute seule. Elle ne se prolongera pas sans nous. Elle ne vivra pas sans nous. L'histoire de la pédagogie a besoin de nous. Elle a besoin de notre investissement. Elle a besoin de notre engagement. À la question, et ce sera ma conclusion, à la question qu'est-ce qui vaut la peine d'être enseigné, Olivier Reboul, l'un de mes maîtres, répondait ce qui libère et ce qui unit. Ce qui libère, libère de quoi? Libère des préjugés, libère des enfermements, libère de l'égocentrisme initial ou du narcissisme enfantin, libère de l'emprise des publicitaires ou des politiques,
libère de tout ce qui cherche à me mettre sous tutelle, à m'assujettir. Oui, ce qui vaut la peine d'être enseigné, c'est ce qui me libère. Mais c'est aussi ce qui m'unit aux autres. Et c'est ça qui est merveilleux et qui est miraculeux quasiment dans l'école. C'est que des êtres singuliers, qui ont chacun une histoire différente, vont partager les mêmes savoirs et vont se réunir et se retrouver à travers ce qui les unit, justement. Alors, enseigner ce qui libère et ce qui unit, proposer ce projet-là à nos jeunes collègues, ne pas s'en tenir à une définition technocratique du métier, c'est aujourd'hui un enjeu fondamental, un enjeu essentiel, c'est l'enjeu sur lequel vous allez et vous avez travaillé pendant ces journées et ce colloque, c'est l'enjeu dans lequel il faut s'investir, vous vous y investissez, je vous félicite et je vous dis à la fois tous mes encouragements et bien sûr toute ma solidarité.